Nos chers téléspectateurs, nous sommes de nouveau avec vous et nous avons un grand plaisir de présenter notre deuxième invité. C'est le chef du département de l'imprimerie et des technologies innovantes du Musée des Arts appliqués et de l'histoire d'artisanat d'Ouzbékistan, Irina Sytcheva. Bonjour Irina. Soyez la bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Tout va bien, merci. Comment allez-vous? Merci, ça va, tout va bien. Irina, comme vous savez, l'objectif de notre émission est de populariser l'apprentissage du français. Racontez-nous s'il vous plaît, pourquoi avez-vous décidé d'apprendre la langue française? C'est tout simplement à cause de ma grand-mère. Elle était une professeure de la langue française dans l'Université des langues du monde. C'est pourquoi c'était elle qui a commencé à m'apprendre la langue française et c'est grâce à elle que je connais cette langue. Super, vous avez une très grand-mère qui vous a transmis son amour à la langue française. Et quelle formation avez-vous reçue et où avez-vous encore à améliorer votre niveau de français? Je suis diplômée de la philologie de la langue française dans l'Université des langues du monde de l'Ouzbékistan. Vous avez continué, comme votre grand-mère, à faire vos études à l'Université des langues du monde. Et c'était la faculté du français ou de l'anglais? Non, de la langue française. Super. Et en fait, nous savons que vous travaillez au Musée des Arts appliqués. Racontez-nous s'il vous plaît, pourquoi avez-vous choisi de travailler dans un musée et pas par exemple comme une enseignante à l'université? Quand je suis obtenu mon diplôme universitaire, je dois travailler pour 3 ans pour les institutions publiques. Et en même temps, ce musée avait besoin d'un guide qui connaissait français. C'est pourquoi il y a déjà 15 ans que je travaille dans ce musée. Vous étiez boursière à l'université, c'est pourquoi il vous fallait travailler dans un établissement public avant d'obtenir votre diplôme. Oui. Et Irina, dites-nous s'il vous plaît comment a été fondé le musée d'État des arts appliqués et de l'histoire de l'artisanat en Ouzbékistan. Le musée des arts appliqués était fondé en 1937 sur la base d'exposition temporelle des métiers artisanaux. Mais le bâtiment où maintenant se trouve notre musée, auparavant, c'était un palais du diplomate russe Polovtsev Alexandre, qui est venu en Ouzbékistan au bout du 19e siècle. Il a acheté cette maison et l'a décorée au style oriental, car il s'intéressait beaucoup à cette architecture. Et pour ce but, il a appelé les meilleurs maîtres des différentes régions de l'Ouzbékistan, comme Samarkand, Bukhara, Kakand, Tashkent, etc., etc. Et maintenant, dans notre musée, on présente les œuvres des 3 générations de maîtres populaires, comme les brodeurs, céramistes, sculpteurs et beaucoup d'autres. Super. Et parlez-nous s'il vous plaît de la salle centrale, qui était la salle de réception du diplomate russe Polovtsev. Mehmankhana, elle s'appelle ici. Oui, la salle centrale qu'on appelle Mehmankhana, c'était une salle de la réception des invités d'honneur. C'est pourquoi cette salle a une décoration la plus riche. Par exemple, le plafond, il a 3 niveaux. Il est orné à l'aide de la peinture et de la sculpture sur bois, au style qu'on appelle kundal. Quand on plaçait les petits feuilles d'or aux surfaces du bois à l'aide du miel ou de la mélasse. Plus loin, les murs sont ornés à l'aide de la peinture et de la sculpture sur ganche. Encore on dit stuc, c'est une espèce d'albâtre. Sur le mur, on compte plus de 200 des ornements qui ne se répètent nulle part. C'est-à-dire chaque motif que vous pouvez voir sur ces murs ne se répète nulle part, ils sont uniques. Encore, au milieu de notre Mehmankhana, il y a une place intéressante. Auparavant, c'était une fontaine, mais il était fait en bois. Et comme le bois et l'eau, c'est 2 choses qu'on ne convient pas l'un à l'autre, il était en peine. On tâchait de le reconstruire, on le fait en marbre, mais ce n'était pas possible de le réparer. C'est pourquoi maintenant, cette place joue seulement un rôle décoratif. Et parmi les expositions de votre musée, il y a beaucoup de beaux tissus et de broderies faites à la main, Suzanne. Et que pouvez-vous dire à leur sujet?
Oh, c'est une chose bien intéressante. Le mot Suzanne de langue persane veut dire faite par une aiguille. D'après une vieille coutume, les fillettes commençaient à broder à l'âge de 8 ou 9 ans et elles devaient préparer comme son dos 10 divers de ces broderies. Et comme ce travail était bien facile et long, les grands-parents, les amis aidaient beaucoup les jeunes fillettes. Et on peut voir que chaque Suzanne consiste de quelques différents morceaux, c'est-à-dire chaque morceau était brodé par un autre. Irina, pardon. Excusez-nous s'il vous plaît, Irina, d'interrompre notre conversation. On a un appel. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Gulnora. Enchantée, Gulnora. Est-ce que vous êtes prête à répondre à notre question du jour? Oui, bien sûr. Alors, c'est parti. Écoutez s'il vous plaît, les branches de quelle plante sont représentées sur les armoiries de la France? Les variantes A, l'érable et le cerisier, B, le chêne et l'olivier, C, le saule et le rotin. Quelle variante vous choisissez? B. B, le chêne et l'olivier, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. D'accord, merci pour votre réponse. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Pardon. ouais, excusez-moi s'il vous plaît, c'était un appel. En fait, je répète qu'on parlait de la Suzanne, de la broderie, parce que la broderie faisait partie de la dot d'une fille et c'est pourquoi elles ont commencé à apprendre à broder à l'âge de 8 ans, comme vous avez déjà dit. Et je sais que dans votre musée, il y a les broderies qui sont très anciennes parce que, et comment on peut voir, selon la tradition, on laissait toujours au morceau une échevée. Parce que oui, c'est pour que les gens c'est contre un mauvais œil, c'est bien ça? Non, on reste ces morceaux pour que le bonheur ne finisse pas dans la maison et pour que la tradition des broderies continue. Mais encore, outre que ces broderies jouent un rôle décoratif, ils ont toujours le sens. Ce sont les souhaits en forme de symboles. Par exemple, on peut trouver les motifs des petits oiseaux qui sont les symboles du bonheur. La grenade, c'est un symbole de la fertilité. Et encore, on utilise souvent les images des lézards, des serpents, des grenouilles qui protègent la maison contre les différents malheurs. Super, c'est tellement très intéressant. Et pour les couleurs, c'était toujours les couleurs naturelles, oui, qu'on utilisait pour la broderie de la Suzanne. Par exemple, pour obtenir la couleur rouge, c'était la peau de grenade. Pour la couleur jaune, c'était aussi de l'oignon. Oui. Jaune, on utilise une couleur que maintenant on utilise pour Coca-Cola. Ah oui? On appelle cachenille. Cachenille? Cachenille. C'est un petit insecte. Ah, ok. Et parce que c'est vrai qu'après avoir lavé le Suzanne plusieurs fois, les couleurs, elles ne partent pas. Mais oui. Super. Et aussi, votre exposition, il représente les robes nationales, des costumes, des calottes qui font. Et aussi, par rapport au motif des calottes ou des robes, on pouvait distinguer dans quelle région on le portait ou de quelle région vient un homme qui porte une calotte. Oui. Les calottes, il existe trois types de calottes. Elles peuvent être rondes, coniques et à 4 bornes. Et les calottes rondes portaient les hommes qui sont venus de Bukhara. À 4 bornes, de Tashkent, de Fergana, Tchoust, Namangan, etc., etc. Et les calottes coniques, ce sont les hommes de Baïsoum, de Samarkand, de Chakrisab, c'est-à-dire c'est les noms nomades. Est-ce que les calottes de 4 bornes, ce sont bien les calottes typiques noir-blanc qu'on porte aujourd'hui les hommes musulmans quand ils vont à la mosquée? Mais oui, ces calottes sont origines de Tchoust, c'est un vallée de Fergana. Et les motifs blancs qu'on présente sur ces calottes, ce sont les bodums, on appelle une amande, c'est un symbole de la fertilité et de la richesse. Et qu'est-ce qui attire le plus de visiteurs dans votre musée? Quelles autres expositions aimeriez-vous présenter à nos téléspectateurs? Vous connaissez, notre musée n'est pas très grand, mais nous présente 20 différents types d'art appliqué et ça attire beaucoup de visiteurs et surtout des visiteurs étrangers. C'est pourquoi on peut parler beaucoup de notre exposition. Par exemple, nous avons la broderie en or. Auparavant,
seulement les habits d'émir de Bukhara qu'on décorait à l'aide de ces broderies, et c'était seulement les hommes qui brodaient en or, car on croyait que si les mains des femmes touchent cette broderie, elles deviennent sombres. C'est pourquoi il était interdit aux femmes de toucher l'or. Ou par exemple les bijoux. Chaque complet de bijoux ouzbeks peut peser à peu près de 5 kilos. Et les femmes ouzbeks tâchaient de les porter tous les jours, car ici, il existait la tradition des divorces qu'on appelle talak. Oui, c'est-à-dire 3 fois un mari dit à sa femme ce mot, et la femme était obligée de quitter la maison sans avoir la permission de prendre quelque chose avec elle, seulement ce qui était sur elle. C'est pourquoi si elle n'a pas ses bijoux sur elle, elle quittait la maison sans rien, mais si elle avait ses bijoux et c'était toutes les richesses de la famille, elle mène toutes les richesses avec elle. Dans son intérêt, elle était portée toujours en permanence, tous ces bijoux. Et ici, j'ai entendu parler que le jour du mariage, on disait qu'une jeune fiancée, il y avait toujours des personnes de deux côtés qui le soutenaient parce qu'il était très ému. Mais en vérité, on disait qu'il portait tous les bijoux dont le poids, elle passait parfois plus de 10 kilos. C'est pourquoi c'était très compliqué, très dur à se déplacer. Oui. Il avait besoin d'un soutien. C'était pas parce que moralement, elle était très émue, parce qu'il ne pouvait pas bouger avec ce poids de bijoux qu'il portait le jour du mariage. Oui, on dit qu'une complet de bijoux peut peser 5 kg, c'est-à-dire chaque femme peut-être avait une complet, mais 2, 3 ou plus. Et une complet de bijoux de Karakalpaki, elle peut peser à peu près de 12 ou même 15 kg. C'était un grand travail de porter. Mais là, il n'existait pas la tradition des talaks, c'est pourquoi tous les complets ont porté seulement les jours de grandes fêtes. Parce que tous les bijoux, c'est en argent, c'est pas en or. Oui, avant, au 19e, 20e siècle. Oui. On croyait que l'argent a un pouvoir de purifier et protéger la femme. C'était un symbole de protection. Oui, et de purification. Et votre musée accueille beaucoup de délégations au niveau gouvernemental. Il y a beaucoup de Français, de touristes francophones qui visitent votre musée. Et à quoi ils s'intéressent plus? Les visiteurs de la France sont les visiteurs fréquents dans notre musée et ils s'intéressent à tous, car nous avons beaucoup de choses intéressantes et ce sont les gens bien curieux. Oui, curieux. C'est pourquoi ils s'intéressent à tout. Parce que je sais que tous les touristes qui viennent en Ouzbékistan, s'ils commencent par la ville de Tachkent, la visite du musée des arts appliqués est une visite obligatoire dans leur programme parce que ça leur permet de voir tous les objets d'artisanat qu'ils vont voir après durant leur voyage, comme à Bukhara, Samarkand et Khiva. Et votre musée, c'est comme un programme obligatoire à visiter. En plus, c'est toujours dans le style oriental, typique, parce qu'on montre aussi comment on divisait la maison, la partie intérieure et extérieure. Oui, quand on entre dans la cour intérieure, toutes les fenêtres de la maison, elles donnent sur la cour intérieure. Parce qu'avant, la femme, elle n'avait pas le droit de sortir et de se montrer devant un homme inconnu comme ça, sans couvrir. Oui, c'est pourquoi les femmes portaient un burqa. Il y a le burqa aussi. Oui, nous avons un burqa. C'est un crâne de cheval fait le burqa. Non, burqa, c'est un manteau, on peut dire. Et le rideau, crâne de cheval, on l'appelle tchétchvan. Oui. Est-ce que c'est vrai que la femme qui porte le burqa, elle voit tout, tandis que d'autres personnes ne voient rien? Mais oui, c'est vrai. Et Irina, on ne peut pas vous laisser partir sans répondre à notre question du jour. Je rappelle, les branches de quelles plantes sont représentées sur les armoiries de la France? Les variantes A, l'érable et le cerisier, B, le chêne et l'olivier, C, le saule et le roten. Peut-être troisième. Troisième, C. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Et la bonne réponse ou non, vous allez apprendre à la fin de notre programme. D'accord. Merci beaucoup pour d'être venu et pour votre conversation. Franchement, c'était très intéressant. Je pense que maintenant, beaucoup de nos compatriotes, s'ils n'ont pas encore visité le musée des arts appliqués, ils iront obligatoirement parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. Et chers téléspectateurs, je vous rappelle que notre invité, c'était chef du département de l'imprimerie et de technologie innovante du musée des arts appliqués et de l'histoire de l'artisanat d'Ouzbékistan, Irina Sytcheva. Merci beaucoup, Irina. Merci à votre attention. Soyez le bienvenu dans notre musée. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.